Les fractions sont très importantes et sont utilisées beaucoup dans la technologie et aussi dans les métiers spécialisés. Dans cette vidéo, nous allons réviser les fractions et nous allons réviser aussi comment additionner, soustraire, multiplier et diviser les fractions. On va commencer avec une courte révision. Pour la partie A, simplifier les fractions. Une fraction peut être réduite à sa forme la plus simple. Comment? Il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand commun diviseur. Alors, nous allons regarder le premier exemple. Dans l'exemple A, nous avons la fraction 12 divisé par 16. Ici, nous avons une fraction qui n'est pas encore réduite, parce que si nous observons les deux chiffres, le 12 et le 16, nous observons qu'il y a un diviseur commun entre les deux. Donc, entre le 12 et le 16, on remarque que les deux nombres peuvent être divisés par 4. Alors, nous avons divisé 12 par 4 et aussi nous avons divisé le 16 par 4. Et ce que nous recevons, quand on simplifie cela, on a la fraction 3 sur 4. Alors, la fraction 12 sur 16 est maintenant simplifiée à la fraction 3 sur 4. Nous allons pratiquer maintenant avec l'exemple B. Ici, nous avons la fraction 9 divisée par 15. Encore, nous voyons que la fraction n'est pas encore simplifiée. Il existe encore un commun diviseur entre les deux. Le 9 et le 15 peuvent être tous les deux divisés par 3. Alors, nous allons diviser le 9 par 3 et aussi le 15 par 3. Et quand on fait cette division, nous avons 3 divisé par 5. Donc, la fraction 9 sur 15 est simplifiée à la fraction 3 sur 5. Maintenant, ces deux exemples-là sont des exemples des fractions propres, c'est-à-dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Mais il y a autre manière de représenter des fractions. Nous pouvons représenter des fractions comme des fractions mixtes ou des fractions impropres. Une fraction mixte peut être convertie en fraction impropre et de l'autre manière, c'est-à-dire qu'une fraction impropre peut aussi être représentée par une fraction mixte. Comment est-ce que nous pouvons représenter une fraction mixte comme une fraction impropre? Nous allons prendre le premier exemple ici, 2 et 3 quarts. Donc ici, nous avons le 2 qui représente un nombre entier avec une autre fraction 3 sur 4. Ce qui sera utile, c'est de convertir le 2, le nombre entier, en fraction. Alors, je sais ici, en regardant le dénominateur ici, qui est le 4, que 4 parties égales vont composer un entier. Donc, pour représenter le 2, le nombre entier, je peux représenter cela comme 4 sur 4 plus un autre 4 sur 4. Donc, voilà l'équivalent de 2 parties entières. Ensuite, nous avons toujours la fraction 3 sur 4. Donc, ici, je vais juste écrire une petite note en surlignant le fait que le 4 sur 4 plus le 4 sur 4, c'est ça qui nous donne les deux parties entières. Donc, équivalent à 2 parties entières. Comme ça. Et maintenant, nous avons une situation où là, on additionne des fractions. Et on remarque que tous les dénominateurs sont égaux. Alors, cela nous permet d'additionner tous les numérateurs. Donc, si je combine seulement les numérateurs, j'ai 4 plus 4 plus 3, ce qui va me donner 11. Et je garde toujours le dénominateur 4. Alors, la fraction 2 et 3 quarts, c'est équivalent à 11 sur 4, ce qui est une fraction impropre. Maintenant, ça, c'est une manière de représenter la fraction mixte comme fraction impropre. Mais il y a une autre option. Et je vais présenter cette autre option ici. Alors, si nous avons la fraction mixte 2 et 3 quarts, une autre manière de représenter cette fraction comme une fraction impropre, c'est que là, vous allez multiplier le dénominateur par le nombre entier. Donc, 4 fois 2
c'est 8. Et ensuite, vous additionnez à 8 le 3, ce qui va me donner 11. Et toujours, vous gardez le même dénominateur. Donc ici, c'est juste une autre option de changer une fraction mixte à une fraction impropre qui pourrait, dans certains cas, être une option plus facile. Maintenant, nous allons continuer avec les opérations des fractions. Nous allons continuer maintenant à réviser les fractions, surtout les opérations avec des fractions. On va commencer avec l'addition et la soustraction de fractions. En général, nous pouvons additionner ou bien soustraire les fractions seulement s'il y a un dénominateur commun. Sinon, si les dénominateurs sont différents, il faut chercher un dénominateur commun. Donc, on va pratiquer avec exemple A. Ici, nous avons 1 sur 5 plus 2 sur 5. Donc, on observe ici que les dénominateurs sont tous les deux les mêmes. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Nous pouvons tout simplement combiner les numérateurs. Donc, si nous avons 1 cinquième ajouté à 2 cinquièmes, cela va nous donner 3 cinquièmes. Dans l'exemple B, on voit ici 1 sur 4 plus 3 sur 5. Les dénominateurs sont différents. Dans ce cas-là, il faut trouver un dénominateur commun entre les deux. Et c'est idéal si on cherche le dénominateur le plus petit. Donc, quand on cherche le dénominateur commun entre 4 et 5, c'est quoi le plus petit chiffre dans lequel on peut diviser le 4 et 5? Et on observe que c'est 20. Donc, pour changer la fraction 1 sur 4 avec un dénominateur de 20, il faut multiplier le dénominateur ici par 5. Ce que nous faisons au dénominateur, nous devons le faire au numérateur aussi. Donc, 1 sur 4, ça va être équivalent à 5 sur 20. On va faire la même chose maintenant avec la fraction 3 sur 5. Si je veux un dénominateur de 20, je dois multiplier le 5 par 4 et ça veut dire que maintenant, je dois multiplier le 3 par 4 aussi. Cela va me donner la fraction 12 sur 20. Et maintenant, on est content parce que là, on remarque que les dénominateurs maintenant sont communs. Et quand les dénominateurs sont communs, cela nous permet de combiner les numérateurs. Donc, 5 sur 20 plus 12 sur 20, ça va nous donner 17 sur 20. Et 17 sur 20, c'est une fraction qui est déjà sous la forme la plus simple. Nous allons continuer maintenant avec exemple C. On a 3 sur 8 moins 1 sur 24. Encore, on remarque que les dénominateurs sont différents. Donc, si on compare le 8 et le 24, nous remarquons que 24, c'est le plus petit dénominateur commun entre les deux. Donc, si je veux changer la fraction 3 sur 8 avec un dénominateur de 24, je dois multiplier le 8 ici par 3. Et maintenant, je dois aussi faire la même chose au numérateur. Donc, ça veut dire qu'on multiplie le 3 par 3 aussi. Cela va nous donner la fraction 9 sur 24. Toujours, on soustrait 1 sur 24. Et encore, quand on a les mêmes dénominateurs, cela nous permet de combiner les numérateurs. Donc, dans ce scénario-là, 9 divisé par 24 moins 1 divisé par 24, ça va nous donner 8 sur 24. Maintenant, regardez cette fraction, 8 sur 24. Malheureusement, cette fraction-là n'est pas sur sa forme la plus simple. Parce que si vous observez, on peut encore diviser le 8 et le 24 par un diviseur commun. On peut diviser le 8 et le 24 par 8. Donc, si je fais cela, 8 divisé par 8, je vais l'écrire ici, ça va me donner 1. Et 24 divisé par 8, ça va me donner 3. Alors, la réponse la plus simplifiée, c'est 1 sur 3. Nous allons continuer maintenant avec le prochain exemple, l'exemple D. Ici, nous avons 2 et 1 tiers moins 1 sur 2. Alors, regardez, cette question-là, c'est un peu différent comparé aux autres à cause du fait que la première fraction ici, c'est une fraction mixte. Donc, pour continuer à simplifier cette expression-là,
c'est très utile d'avoir toutes les fractions exprimées de la même manière. C'est-à-dire que maintenant, j'aimerais exprimer la fraction 2 et 1 tiers comme une fraction impropre. Donc, si on se rappelle ce que nous avons fait tout à l'heure, nous allons changer 2 et 1 tiers comme une fraction impropre. Je vais faire l'autre option plus facile. Je vais multiplier le 3 avec le 2, ce qui va me donner 6. Et je vais maintenant additionner le 6 avec le 1 et ça va me donner le 7. Donc ici, 3 et 1 tiers peut être exprimé comme 7 sur 3. Et je vais toujours soustraire le 1 demi. Donc, c'est maintenant beaucoup plus facile de continuer avec la soustraction. Il faut chercher un dénominateur commun entre 3 et 2, ce qui est 6. Donc, je vais multiplier dans la première fraction, 7 sur 3. Je vais multiplier le 3 par 2 pour me donner 6 et en même temps, je vais multiplier le 7 par 2. Cela va me donner la fraction 14 sur 6. Dans la deuxième fraction 1 sur 2, pour avoir 6 dans le dénominateur, il faut que je multiplie le 2 par 3 et aussi le 1 par 3 aussi. Cela va me donner la fraction 3 sur 6. Et maintenant, je vois que les dénominateurs sont communs. Ça veut dire que j'ai la permission de combiner les numérateurs. Alors, 14 sur 6 moins 3 sur 6, cela va me donner la fraction 11 sur 6. Et ça, c'est une fraction simplifiée et la réponse finale. Nous allons continuer maintenant avec la multiplication de fractions. En général, ici, tout simplement, vous allez multiplier les numérateurs ensemble et ensuite, vous allez multiplier les dénominateurs ensemble. Et si possible, vous allez réduire la fraction à la fin si nécessaire. Alors, nous allons pratiquer avec exemple A. Ici, nous allons multiplier 1 sur 2 par 7 sur 16. Donc, tout simplement, nous allons multiplier les numérateurs ensemble. Cela va nous donner 7. Et maintenant, nous allons multiplier les dénominateurs ensemble. Donc, 2 fois 16, ça va nous donner 32. Et en regardant la fraction 7 sur 32, on remarque que c'est déjà exprimé sous sa forme la plus simple. Donc, la réponse finale ici, c'est 7 sur 32. Dans la partie B, nous avons 3 sur 4 multiplié par 5 sur 8. Encore, de la même manière, avec la multiplication, il s'agit de multiplier les numérateurs ensemble et ensuite de multiplier les dénominateurs ensemble. Donc, en faisant cela, dans le numérateur, nous avons 3 fois 5, ça va nous donner 15. Et dans le dénominateur, nous avons 4 fois 8, ce qui va nous donner 32. Et 15 sur 32, c'est déjà sous sa forme la plus simple, donc ça, c'est la réponse finale. Finalement, nous allons continuer avec la division des fractions. Maintenant, la division des fractions, tout simplement, vous allez multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Et lorsque c'est exprimé comme multiplication, on suit toujours les mêmes règles de la multiplication de fractions. Alors, nous allons pratiquer avec exemple A. Ici, nous allons prendre 1 sur 16 et nous allons diviser cela par 2. Ce que j'aimerais faire, je vais commencer en réécrivant cette expression-là comme 1 sur 16 divisé par 2 sur 1. Parce que le chiffre entier, le 2, peut être exprimé comme fraction, toujours sur un dénominateur de 1. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? C'est pour mieux démontrer la prochaine étape. Nous allons prendre 1 sur 16. Maintenant, avec la division, nous allons multiplier maintenant par l'inverse de la deuxième fraction. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? La deuxième fraction ici, le 2 sur 1, l'inverse serait 1 sur 2. Donc, je répète qu'avec la division, il s'agit de multiplier
l'inverse de la deuxième fraction. Et maintenant, nous avons une question de multiplication. Et comme on a fait dans l'autre exemple, nous allons multiplier les numérateurs ensemble. Et ensuite, nous allons multiplier les dénominateurs ensemble. Donc, dans ce cas-là, nous avons la fraction 1 sur 32. Pour notre dernier exemple, nous avons 3 sur 8 divisé par 1 sur 4. Donc, pour effectuer cette division, nous allons faire encore ce qu'on a fait dans l'exemple A. Nous allons commencer avec la fraction 3 sur 8. Et avec la division de fractions, encore le processus général, ça indique que maintenant nous allons multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de cette deuxième fraction, 1 sur 4, c'est maintenant 4 sur 1. Et lorsqu'on multiplie ces deux fractions, je vais multiplier les numérateurs ensemble. Donc 3 fois 4, ça va me donner 12. Et maintenant, je vais multiplier les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire je vais multiplier le 8 avec le 1 et ça va me donner 8. Mais regardez ici, 12 sur 8, ce n'est pas encore sous la forme la plus simple. On remarque que 12 et 8 peuvent être divisés par 4. Donc, nous allons continuer toujours à diviser ces deux chiffres-là par 4, ce qui va simplifier la fraction à 3 sur 2. Donc, la réponse finale, c'est 3 sur 2. Et donc ici, on a révisé les fractions parce que les fractions sont très utiles encore lorsqu'on fait les calculs dans les domaines de technologie et aussi les métiers spécialisés. On a vu de différents systèmes de mesure. Notamment, on a vu qu'il y a le système métrique et aussi le système impérial. Dans le système métrique, quand on parle de la longueur, on utilise parfois les unités, ce qui inclut les millimètres, les mètres ou bien les kilomètres. Avec la masse, on utilise les grammes ou bien les kilogrammes. Avec le volume, on utilise les millilitres ou les litres, par exemple. Dans le système impérial, quand on parle de la longueur, on utilise souvent les unités, ce qui inclut les pouces, les pieds ou peut-être les milles. Dans la masse, on utilise souvent les livres ou bien les onces. Et avec le volume, on utilise les gallons ou bien les chopines. Et ce qui est utile aussi de savoir, c'est comment convertir dans chacun de ces deux systèmes de mesure. Nous allons utiliser les facteurs de conversion, ce qui se trouve dans ce tableau ici. Donc, par exemple, dans le système métrique, pour la longueur, il existe par exemple 100 cm dans chaque mètre. Pour la masse, par exemple, il existe 1000 grammes pour chaque kilogramme. Dans le système impérial, nous pouvons voir pour la longueur, il y a 12 pouces pour chaque pied. Pour la masse, on voit qu'il y a 16 onces pour chaque livre. Donc, nous pouvons utiliser ces facteurs de conversion quand on veut convertir dans chaque système de mesure. Nous allons pratiquer avec les exemples suivants. Ici, pour l'exemple A, nous avons 9 pieds et nous voulons convertir 9 pieds en pouces. Donc, comment est-ce que nous allons faire cela? Je vais prendre 9 pieds comme ça et je vais maintenant multiplier par le facteur de conversion. Dans le tableau ici, nous voyons que pour chaque pied, il y a 12 pouces. Donc, je vais multiplier maintenant 9 pieds par, encore il y a 12 pouces pour chaque pied. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous montrer comment nous savons que nous avons bien représenté le facteur de conversion. Alors, un petit indice, vous voulez déterminer les unités que vous voulez à la fin. Dans cet exemple-ci, nous voulons les pouces à la fin. Donc, quand j'écris le facteur de conversion,
j'aimerais mettre les pouces ici au numérateur. Ça, c'est utile parce que quand je continue à multiplier, je remarque que les unités des pieds vont se diviser. Ce qui reste, 9 multiplié par 12 pouces, cela va nous donner 108 pouces. Donc, 9 pieds est égal à 108 pouces. On va faire la même chose maintenant avec exemple B. Nous avons 12 pintes et nous voulons savoir combien de gallons il y en a dans 12 pintes. Donc, je vais commencer avec 12 pintes ici. Et je vais multiplier par le facteur de conversion. Encore, en consultant le tableau, je vois que pour chaque gallon, il y a 4 pintes. Donc, je vais multiplier le 12 pintes par cette conversion. Puisque je veux les gallons à la fin, je vais mettre le 1 gallon ici au numérateur et dans chaque gallon, il y a 4 pintes. Maintenant, quand je multiplie, je vois que les unités de pintes vont se diviser comme ça. Et cela nous donne 12 multiplié par 1 quart. C'est équivalent à 12 divisé par 4. Et cela va nous donner 3 gallons. Donc, 12 pintes est équivalent à 3 gallons. Maintenant, j'aimerais faire un exemple supplémentaire pour vous montrer comment nous pouvons convertir de l'autre manière. Donc, par exemple, si je veux aller de gallons en pinte, comment est-ce que nous allons faire cela? Donc, je vais juste montrer un exemple supplémentaire ici. Supposons que nous avons 3 gallons. Et je veux savoir combien de pintes il y en a. Donc, encore, je vais multiplier par le facteur de conversion. Puisque je veux les pintes à la fin, je vais mettre 4 pintes ici au numérateur. Et je sais qu'il y a 4 pintes pour chaque gallon. Et ici, quand je continue à multiplier, je vois que les unités de gallons vont se diviser. Et ça reste, nous avons 3 fois 4 pintes. Je vais juste écrire pour que ça soit plus clair. Et cela va nous donner 12 pintes. Donc, ça c'est comment vous allez convertir si nous voulons aller de l'autre manière. Alors ici, avec les conversions de mesure, c'est très utile de savoir ces facteurs de conversion pour bien faire les conversions dans chaque système de mesure. Les mathématiques jouent un rôle dans mon travail de plusieurs façons. Je m'occupe des transactions de vente quotidiennes, ce qui implique de calculer les coûts de traiter les paiements et de balancer les caisses en banque. J'examine, je compare et je rassemble les rapports financiers à la fin de chaque journée et à la fin de chaque mois, en veillant à ce qu'ils soient exacts et complets. J'analyse également les statistiques relatives aux visiteurs, les tendances et les niveaux d'inventaire afin de m'assurer que nous disposons de la bonne quantité de matériel touristique. Les fractions et les systèmes de mesure entrent en jeu lorsque les visiteurs calculent les distances et les durées estimées de leur trajet. J'utilise des mesures avec des cartes pour calculer les distances. Je calcule les durées de voyage prévues et j'aide les visiteurs à planifier des itinéraires efficaces. Il s'agit notamment de convertir les kilomètres en milles, de mesurer les distances à l'échelle et de fournir des indications précises en fonction des besoins des visiteurs. Par exemple, je peux convertir des kilomètres en milles, comme j'ai mentionné, pour les visiteurs internationaux ou diviser les temps de trajet en segments raisonnables. Une chose qui, moi, m'a surpris, c'est la géométrie. Comment naviguer le véhicule, comment le stationner, comment naviguer la civière, les déplacements de patients, tous les mouvements. Il y a beaucoup de géométrie qui doit être calculée. J'ai pas besoin d'un compas, mais je dois le faire dans ma tête. Puis, c'est beaucoup plus utile que je l'aurais cru. Les mathématiques
prennent une très grande part dans le travail des paramédics, surtout au niveau des calculs de médicaments. Certains sont très simples, comme de la morphine, 10 mg dans 10 ml, vous devez donner 5 mg. Calcul relativement simple. Sur des calculs beaucoup plus complexes, comme la dopamine ici, qui sont 200 mg dans 250 ml. On doit donner 5 microgrammes par kilo par minute à un patient qui pèse 60 kg, avec un set d'infusion qui est de 60 gouttes par millilitre. Donc, combien de gouttes par minute devez-vous donner à ce patient? Si vous pensez connaître la réponse, écrivez-nous à paramedic.public.relations@ottawa.ca. Alors, un autre médicament qu'on utilise, c'est le midazolam. C'est un médicament pour contrôler les convulsions. Alors, je vais vous donner une formule à calculer. Alors, le midazolam est fourni dans une bouteille qui contient 10 mg dans 2 ml. Vous devez le donner à un patient de 8 ans qui est en convulsion. C'est un médicament qui se donne au poids. Pour trouver le poids d'un patient de 8 ans, la formule qu'on va utiliser, c'est 2 fois l'âge plus 10, qui va nous donner notre réponse en kilogrammes. Pour souder, tu as besoin de 4 choses. La distance, ton angle, ta position, la position que tu utilises pour souder et ta vitesse. Et cette précision-là que la soudure demande, je ne m'y attendais pas. Un maths est essentiel en soudure, je dirais même en fabrication, parce qu'on utilise maths pour des calculs d'angle, de distance, pour les mesures, on utilise maths pour vraiment tout en soudure. Il y a le poids que tu vas calculer, il y a l'angle que tu vas calculer avant même de couper tes pièces. Avant même de couper les pièces, il va falloir que tu mesures ta plate. Et voilà, franchement, en soudure et surtout en fabrication, les mesures sont dans tout ce que tu fais. On a une mesure dans nos poches pour tous les calculs. Donc, en vrai, pour ce projet-là, comme la poêle à bois, j'ai dû utiliser les systèmes de mesure, le volume. J'avais fait une pipe en haut, donc va falloir que je calcule avec un compas à quel niveau il faut que je fasse le trou. Donc vraiment, pour tous les projets de fabrication, on doit utiliser les mesures et voilà, les maths.